Le podcast Entre deux chaises de métal vous est présenté par Table Rustique. Table Rustique, une compagnie québécoise qui vous fait des meubles fabriqués à la main en bois. Tablerustique.ca, Table Rustique sur Facebook, allez les voir pour les encourager. Et par Gourou, la boisson énergisante biologique québécoise depuis 1999. Bon podcast. Master. Yeah. Bonjour! Bénédiction du 18 juin 2022 du podcast de lutte Entre deux chaises de métal. Le podcast de lutte animé par l'Art de la lutte. Moi-même, TJ Holiday. Ça va l'air à rocker pas mal. Ben, je l'ai extrême. Oh, tu rockais à l'extrême. Ouais, tout le contraire de ce pay-per-view-là. Garde tes critiques pour le show puis la fin. Non, là. je commence tout de suite. Ta note? Écoutez pas ça. Voyons, non, mais non. C'est refusé. Commence pas de même. Ça, le monde ne va pas l'écouter pour vrai. Non, pour vrai, si vous aimez tout sauf la lutte, écoutez ça. Comment? C'est pas si pire que ça, là. Mais bon, fait que pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, pardon, c'est ECW Guilty as Charged 2001. On fait un retro review aujourd'hui. Après tant de temps d'attente, on fait un show Oui. d'ECW. On a fait un, évidemment, au début, pas une couple d'années. One Night Ah non. Stand 2005. Ben, le premier Une One couple Night Stand. d'années. C'est l'année passée, ça. Ben, il y a 2 ans. On l'a fait au début du podcast. C'est vrai, ça va être bientôt la 3e année, en décembre. Ça va Hey, faire 3 3 ans. ans à s'endurer. Ah, ben, c'est la pandémie a aidé, hein, pour vrai. À s'endurer? Oui. Ah, parfait, c'est bon. Fait que ça, on fait ça aujourd'hui, évidemment, mais avant d'aller avec toutes ces belles affaires-là, il faut dire où est-ce qu'on est disponible. Ben, vu que je parle beaucoup dans le podcast, je te laisse y aller, Marco. Encore moi qui fais tout. OK. Pardon. On est disponible en vidéo sur YouTube, en audio sur Apple Podcasts, Spotify, Balado Québec et aussi sur les internets Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Sensation Web. De moins en moins, par contre. Puis sinon, sur Twitch, où est-ce qu'on est affilié, où est-ce qu'on devrait redevenir plus assidu Et dans ponctuel. ponctuel dans les prochaines semaines. Puis sinon, ben, manquez pas, on a toujours des surprises, hein, fait que abonnez-vous aux réseaux sociaux, ça n'arrête pas. Parlant de surprise, on a une grosse à la fin du podcast, fait que restez des nôtres pour savoir c'est quoi. C'est un buffet? Non, je l'aurais dit avant, je t'aurais mis in the loop. Je sais que t'aimes bien la manger. Fait que, en fond, qui aime pas manger? Ouais, moi j'aime peut-être un petit peu plus ça que les autres. Ouais, c'est sûr. Mais regarde, chacun son dada, hein? Oui, en effet. Ouais. Et maintenant que les présentations sont faites, ECW Guilty as Charged 2001 a eu lieu le 7 janvier 2001 en direct du Hammerstein Ballroom de New York, New York, la ville si belle qu'ils l'ont nommée 2 fois. Elle est belle, cette ville-là. New York, New York, ouais. On est déjà allé à New York, nous autres, hein, tu savais? Ils sont Rutherford, New Jersey, c'est pas pareil. Hein? Ah non, on a couché à Brooklyn. C'est vrai, t'as raison, avec JTG. Ouais, c'est vrai. C'était le 3e, évidemment, le dernier pay-per-view de ce nom. Ouais. Et bien sûr, évidemment, pas juste le pay-per-view de Guilty as Charged, le dernier pay-per-view au total de la ECW. Et 2 mois plus tard, la compagnie a déclaré faillite. Mais évidemment, j'ai plus de détails vers la fin du podcast pour ça. Et en fond, ECW était sans émission sur le câble depuis environ 3 mois. Il était sur TNN de The Nashville Network. Jusqu'à ce que Paul Heyman fasse une fameuse promo contre le network, justement, en disant qu'il challengeait de le mettre dehors. Parce qu'il disait comme quoi TNN avait accepté d'acquérir pour la somme de 100 millions de dollars les droits pour Monday Night Raw, qui passait maintenant de USA Network à TNN, qui ont appelé par après le Spike TV. Et évidemment, ça n'a pas plu à Paul Heyman. Et pour faire histoire courte, tout ce que la ICW avait pour avancer leur storyline était les pay-per-view. Parce qu'il n'y avait presque plus d'house show non plus, évidemment, parce que c'était pas quelque chose qu'ils ne roulaient pas sur l'or, mettons, même dans leur temps fort. Là. Ouais. Mais bon. Ben, c'est une compagnie minoritaire, là, dans le sens que
Ils n'avaient pas le même budget que. On en a parlé dans le podcast avec RVD. Ils n'avaient pas le même budget que les autres fédérations majeures. En effet. Ouais. Et aussi, un fun fact sur le pay-per-view, il y avait des commerciaux pour le show qui passait à la télévision un petit peu avant qui mettaient en vedette Scott Hall. Mais évidemment, il n'a pas fait le show. Avant ça, il avait enlevé du commercial, il avait enlevé tout court. Fait que c'est peut-être qu'il était censé avoir un accord avec lui, mais évidemment, vu que, comme j'ai dit tantôt, qu'il s'est voulu pas vers l'argent, peut-être qu'il ne va pas se permettre de payer Scott Hall, puis on a juste fait bon, tout bad. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un bon coup publicitaire, mais en même temps, si tu ne peux pas le payer, c'est sûr que ça ne t'ordonnera pas. Ouais, même si évidemment Scott Hall a été une coupe de fois à SW, entre autres contre Justin Credible. C'est vrai, ça. Ouais. Puis Big Sal aussi. Mais qui? Big Sal Graziano, des FBI, le Big Guy. Ah oui, ben oui. Et évidemment, le show commence avec un très long vidéo package sans narration et de la musique. C'est une tune générique, mais sur la version du pay-per-view normale, c'est la tune Renegades of Funk de Rage Against the Machine qu'on peut entendre à la place. Mais vu que c'est sur le network, évidemment, c'est tout dubbé par-dessus avec de la musique dégueulasse. Ouais, puis nous autres, on ne peut pas le mettre parce qu'on va se faire enlever les droits par YouTube. Ouais. Bon, on pourrait éternuer sur enlever les droits par YouTube. C'est vrai, ça. On se retrouve ensuite dans le ring avec Joey Styles et Joel Gertner pour l'introduction du show. Et après un poème épicé de Gertner, on peut dire ça comme ça, ce dernier dit qu'un temps, il a été le manager de peut-être la plus grande équipe de l'histoire de la SW, qui est évidemment les Dudley Boys. L'équipe qu'on nous présentait à l'instant a tout le potentiel pour donner la même chose et encore meilleure. Et l'équipe en question est Christian York et Joey Matthews. Joey Matthews, qui était qui, Marco? C'est Joey Mercury. Exactement, avant qu'il fasse WWE à peu près 5-6 ans plus tard. Avant qu'il se rentre une échelle dans l'œil. Ouais, malheureusement. Ouais. Et oui, ils sont pas attaqués par les Baldies. Dans le fond, c'est Angel et Tony DeVito dans l'entrée. Gertner est venu essayer d'aider ses poulains, si on veut dire. Puis il a reçu un DDT direct sur le sol pour ses troubles. Fait qu'il est parti. Il était censé annoncer le show avec Joey Styles, mais évidemment, à cause de ça, il va manquer. Il va passer un peu de temps sur la table docteur à la place. Et après ça, on a eu Cyrus the Virus et Jerry Lynn qui arrivent pendant que York et Matthews se font démolir. Et évidemment, je vous dis Cyrus the Virus, vous me dites, ça ne me dit rien. Mais attends. Je le sais, moi. Ah ouais, ben dis-les donc, éclaire donc nos auditeurs. Non, ça ne me dit rien. C'est quoi? C'était Don Callis, évidemment. Ouais. J'ai. OK. Juste pendant les 15 premières minutes du show, je me demandais si tu regardais un show de la ECW ou de la ICW. Le I en anglais, c'est I. Là. Fait que c'est peut-être. Puis, tu sais, je dis pas ça pour. C'est parce que je suis allé souvent dans les shows de la ICW quand j'étais plus jeune. Puis, des interventions, puis il y en avait pas mal. Fait que puis de l'extrême aussi. Fait que là, à un moment donné, j'ai checké. Fait comme New Jay va apparaître. Là. C'est peut-être là qu'il y a la respiration, peut-être aussi. Ça se peut. Là, je parle de la Extreme Championship Wrestling, l'idée de pas le J-Pro puis la ICW. Là. Et non le contraire. Là, je suis mélangé. Tu m'as perdu. Regarde, c'est pas grave. Okay. C'est pas la dernière fois que ça va arriver, fait qu'on va continuer là-dessus. Et en fond, Lynn fait un très beau Carlo Pal Driver à Matthews, puis il tag Cyrus qui compte évidemment Joey pour le compte de 3. Fait qu'apparemment, c'est un combat. Et après ça, Cyrus donne ensuite un cigare au Baldy Shack comme paye pour eux autres. C'était suffisant. Et après ça, on a Jerry Lynn qui prend le micro et qui dit à York et Matthews que là, c'est leur job de faire bien paraître les Stars. Puis il y a eu ce job-là pendant 12 années, mais que maintenant, c'est terminé. Hey, il y a des enfants qui écoutent le podcast. Ben, je fais juste répéter ce qu'il a dit, c'est pas moi qui l'ai dit, je fais juste citer Jerry Lynn. Je vais essayer de mettre un bip là-dessus. Parfait. Malheureusement, il dit que c'est plus le cas parce que c'est lui le whole show. Évidemment, la foule se met à chanter RVD. Mais là, je fais juste dire ce qu'il dit. C'est 2 fois que tu sacs en l'espace de 15 secondes. Qu'est-ce que je fasse? On va laisser ça de même, finalement. Parfait, c'est bon, merci. Et Lynn dit qu'il est là, en fond, qu'il n'est pas là, qu'il ne sera pas là parce que le main event, c'est lui qui va l'être seulement et personne d'autre parce qu'il est tanné d'être le curtain jerker puis que lui, à soeur, c'est lui qui fait le show parce qu'il est Jerry. Il parlait comme
Ben, tu sais, les groupes, les tunes. Warrior. Ouais, aussi, mettons. Mais tu sais, là, Ah, les tunes de heavy metal, là, du qui crient Scream. dedans, là. Ouais, genre. Pas bon, ça. Non. Mais quelque chose qui est bon après, c'est l'intro. Après ça, oui, parce que ça, il y a une autre intro. Quoi? Mais c'est l'intro de la ECW avec la tune malade. Ça, par exemple, cette intro-là, je la trouve écœurante. La tune, là, Tu veux que on je la pourrait fasse? faire n'importe quoi là-dessus. Dun, dun, dun. Dun, dun, Ouais. dun, dun. Non. Non, pas ça pantoute. Mais regarde, on va essayer de faire de quoi. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Oui, vas-y. J'ai une question parce que tu sais, quand on note nos pires matchs, là, Oui, en souvent effet. tu dis ça compte pas parce que c'est pas Ouais. vraiment un match. Oui. Là, là-dessus, ça va être dur, là. J'ai trouvé quelque chose quand même. J'ai trouvé quelque chose. Ouais. Parfait, Ben, c'était tough parce qu'il aurait fallu que je fasse contre ça, j'aurais pas le choix peut-être. Mais... OK, parfait. Oui. Évidemment, après ça, les commentaires de la soirée sur Joey Styles et Cyrus the Virus tout près de sa victoire. Et après ça, match numéro 2. Danny Doring et Roadkill, les champions par équipe, défendent leur titre contre Hot Commodity, Julio De Niro et Easy Money avec Chris Hamrick et Electra. Et évidemment, Easy Money qu'on a vu récemment à Greed, qui était là contre Quiu, en son nom de Jason Judd, mais là, il était à ECW avant ça en tant que Easy Money. Et Julio De Niro aussi a été par après à TNA. Il était dans la faction avec Raven, The Gathering, avec CM Punk et Mickey James aussi, qui était là. Alexis Lurie à l'époque. On avait aimé le match contre. Oui, ben, c'était un de nos Ouais, matchs préférés du show en tant que tel. Là. c'est vrai. Même que c'était ton match de la soirée, je pense. Agreed, ouais. Ouais. My Et, sacrifice. ouais, exactement. Et Doring et Roadkill doivent défendre leur titre contre l'équipe managée par Electra, qui était avec eux avant de se tourner contre eux autres quelques mois avant. Puis évidemment, aussitôt que le match commence, ben, l'autre, Doring, va kicker à la corde, puis il la traite de madame, de terme pas gentil pour une dame. Carmen Electra, ça? Non, aucune parenté avec Carmen. OK. Tu savais que Carmen Electra, c'était la préférée de Mathieu Goyer dans le temps? Oui, en effet, mais celle-là encore, je pense. Ben là, il y a droit. Mais non, disons que si tu mets l'une à côté de l'autre, Carmen Electra et Electra d'AEW, le choix est facile. Bref, après ça, Doring, lui, qui était le premier lutteur qui est sorti du dojo de l'AEW, qui était dirigé par Taz. C'était le premier gars qui a gradué pour devenir un lutteur full-time. Une affaire, le fun avec Doring, c'est qu'au début de sa carrière à AEW, il faisait pas aucune voltige, il faisait rien pantoute. C'est un gars super old school, puis il était un peu plate un peu. Puis là, la foule, elle criait boring, elle disait boring. Mais lui, il disait, il crie mon nom. Fait qu'il devenait encore plus plate et plus slow parce qu'il pensait qu'il disait Doring. Fait qu'après ça, ben. Mais ça fait partie de la gimmick ou il faisait exprès? Ben, Ou il faisait pas exprès, je veux dire? Ben, il faisait pas exprès, mais il a joué avec, fait que ça marchait, fait qu'il a fait ça. Mais je trouve ça cool quand même, c'est drôle, ça se ressemble pas mal, fait que c'est plus facile de le faire. Ah ouais. Puis éventuellement, il est devenu lutteur, ben, comme dans le match, il faisait beaucoup de spots high flying. Au début, il était plus slow pace, mais là, en tout cas, un coup qu'il a gradué, il est devenu un petit peu meilleur par la suite. Et après ça, on a Easy Money qui tombe sur ses pieds en backflip. Il célèbre avec un mouvement de bassin à la Rick Rude. Mais il se retourne vers Roadkill qui le fait payer avec un bas dans les yeux, comme Roddy Piper fait souvent. Et après ça, il fait un slam et un Vader Bomb Elbow. Et les champions continuent avec ça avec un Heart Attack sur Money et un Power Slam Elbow de la 3 sur De Niro. Ensuite, Doring Whip, Money dans la barricade, mais Money, lui, il fait un Buckshot Lariat à Roadkill qui était l'autre bord. Un spot que j'ai aimé. C'est bien aimé. Oui. Et parlant de, dans le fond, il y a le lutteur Hamrick qui est à l'extérieur du ring avec dans le coin des Hot Commodity. Puis pendant qu'il y a eu le dos de la bête dans le fond, il a regardé plus l'action. Il a fait un springboard bulldog sur Doring pendant qu'il était dans les bras de Nero. Et ça a fait un compte de 2. Une autre belle manœuvre. Après ça, il y a Hot Commodity qui fait un genre de German suplex en tenant un bras et une jambe de Doring. Tu sais, qui faisait ça? Je pense que World Tag Team le faisait souvent aussi. Là. Ils prennent chacun une jambe puis un bras, puis ils le font tourner de haut de même, là, puis ils font tomber sur le dos. Mais tant qu'on n'a pas vu ça à Dynamite. Bah, attends, on ne sait jamais. Money, il va de son finish qu'on l'a vu prendre à la WCW, la fameuse suplex en genre de powerbomb. Puis ça a été seulement un compte de 2, malheureusement. Et après ça, il y a Doring qui fait à De Niro son Wham, Bam, Thank You, Ma'am. Enfin, c'est un double arm DDT. Et après ça, il bloque le Buckshot Lariat de Money en Jawbreaker qu'il appelle le Bareback.
Et après ça, la hot tag s'ensuit. Et après un TKO sur Dinero, Roadkill place Money en position de powerbomb. Puis évidemment, le gear de Easy Money, il était genre en culotte, en taille normale, mais transparente. Ouais. Il y avait un G-string en dessous. Fait que Roadkill, ce qu'il a fait, c'est qu'il a été deep down. Il a fait un wedgie. Et avec vraiment Ça, c'est pas cool. Il y avait vraiment le string dans les airs. Fait que ça n'a pas dû faire du bien pantoute. Je t'aurais banni ça de la Fed. Oui, ben oui. Et après ça, il a fait son Amish Bomb tout de suite après. Et après ça, on a eu Hamrick qui a fait un springboard clothesline sur Money par erreur, malheureusement. Fait que s'est fait sortir par le ref. Mais quand il était sur les prunes, Roadkill a whippé Dinero direct sur lui. Ça a laissé Julio à la merci des champions qui l'ont fini avec une combinaison wheelbarrow, facebuster et diving leg drop de la 3 pour garder leur titre par équipe. Et juste avec les noms que tu as nommés de prise puis de finishing puis tout ça, là, j'avais besoin de 2 Tylenol. C'est compliqué pour rien, pour vrai. Là. J'aurais pu juste dire les mots, mais c'est plus drôle que tu dis là. Le double arm DDT, c'était quoi déjà? Wham, bam, thank you, ma'am. C'était deux balles dans le nuque. Pow! C'est un peu aimé, je trouve. Là. Toi, tu sais qu'il y a des enfants qui écoutent le podcast. Je te l'ai dit qu'on était un 7 à 87 là, de l'auditoire. Hein. Au pire, tu mettras un parental advisory pour dire que le podcast est 18 ans et plus. Bref, fait que ça, ben, quand même un bon match par équipe avec des spots pas mal cool, pas mauvais. Trop long. Ouais, oui, mais il en faut des matchs longs. Là, il y a 3 squash matchs là-dedans qui ont duré même pas 2 minutes. Là, fait qu'il vient pas me dire que. Là, je t'avertis, j'ai pas le bell-to-bell pour ce show-là. Ah, c'est correct, là, ça va faire. Là. Mais savais-tu qu'il y avait. Sinon, le match se trouvait trop long, mais as-tu d'autres choses à dire là-dessus? Je sais pas, c'est parce que l'affaire, c'est que il n'y a pas vraiment de lutteur là-dedans que j'aurais aimé voir. Fait que j'étais pas. Oh, pas tant que ça. Non, j'étais pas assez investi dans le lutteur qu'il y avait là. Tu as raison de dire que le match n'était pas si mauvais, mais c'est sûr que quand tu compares avec les autres qu'il va y avoir plus tard, peut-être que tu te consoles. Mais non, c'est correct sans plus. Je n'étais pas assez investi dans ce match-là, mais comme je te dis, c'est qu'il n'y a personne là-dedans qui vient me chercher ici. Toujours important là, quand ils viennent chercher ça. Les émotions, c'est important. Ouais. Savais-tu un petit fun fact sur Roadkill? Savais-tu qu'il a été signé après ça par la WWE? Non, mais peut-être, je suis pas sûr. Ben, d'après, en 2004-2005, un peu après, évidemment, le One Night Stand. Mm-hmm. Puis il avait repackagé en lutteur plus, pas par sa gimmick qu'il avait là, avec sa grosse barbe et son sou blanc. Ouais. Puis il avait même parlé en 2007 de peut-être de faire mettre contre Taker à WrestleMania puis de le faire battre la streak de Taker. T'imagines? Ben voyons donc. Je te jure. Quoique. Ben tu sais, en même temps, si tu le repackage puis il est bon lutteur, on ne sait jamais. Là. Ouais. En quelle année, ça? Ce qu'on a vu là, de lui dans le match, c'était pas si pire que ça. Là, pour un big guy. Là. Ouais, là, c'est parce que là, tu nommes quelque chose qui est très gros, fait que là, ça fait aucun sens pour personne. Ouais, je sais bien. En 2007, je pense que c'était dans ce temps-là. OK. 2007, ça, dans ce temps-là, Taker, il était World Heavyweight Champion en plus, je pense. Je pense que c'est quand il se battait contre Batista, je pense. Ouais, exactement, dans ce coin-là. Ouais. Fait que c'est ça. Un petit fun fact sur Roadkill. Mais je sais que ça te fait de la peine, là, fait que je suis allé chercher le bell to bell, c'est 10 minutes 6. T'as eu de la peine dans quoi que j'ai dit? Ben, j'ai senti que tu voulais le savoir. Ben non, c'est toi qui voulais vraiment savoir. Tu voulais dire que tu voulais prouver tes torts au public. Parfait. Et les champions se sont fait attaquer après leur victoire et c'est une chanson et c'est Nova, le futur qui est venu à la rescousse? Simon Dean. Oh, bravo. Hey, mais attends, oui. on a un fun fact quand même là-dessus. OK. Simon Dean a lutté à la TOW, si je ne me trompe pas, contre celui qui a fait notre logo. Oui, Kevin Briand. Mais il n'était pas en Kevin Briand, je pense. Non, t'es en Big Brian Kevin. Non, même pas. Il n'y avait pas le masque de Red? Non, je pense pas. Ouais. Il était en forme qu'il était masqué. Ah, ça se peut. Mais en tout cas, si vous connaissez Kevin Briand, je sais qu'il écoute dans son char. Pas Kevin Briand Tourangeau, Kevin Briand. C'est ça. C'est battu contre Simon Dean à TOW. C'est quand il fait la vaisselle, il m'a dit. Ah, il fait la vaisselle? Il écoute le podcast quand il fait la vaisselle. Elle doit pas être longue à faire sa vaisselle, lui, non?
Ouais, mais il s'arrange quand on écoute le podcast pour la durée du podcast. Fait qu'il trouve d'affaires à laver dans la maison. Puis, Ok, je pensais qu'il se mettait comme une chemise propre, puis je te dis, il s'arrange. Ok, parfait. Bref, ouais. Évidemment, apparemment, c'est un combat, ça. Fait que match numéro 3, Ah, Nova ouais. contre Chris Hamrick avec Electra, évidemment. Et Nova travaille la jambe de Hamrick quand Nova fait un figure 4 et Electra court dans les rings pour y grapper les yeux. Grappler les yeux. Oui. Son finish, était-tu un électrochoc? Oui, exactement. OK. Oui, merci de m'avoir déstabilisé avec cette réplique. C'est tout ce que j'apporte à ce podcast-là. Oui, c'est correct comme ça. Et Hamrick, après ça, prend l'over avec une souplex où il fait tomber Nova sur son genou, le ventre en premier pour un compte de 2. Et après ça, Nova embarque sur la 3, mais encore une fois, Electra s'en mêle. Il fait tomber sur le coin crotch first. Et après ça, Hamrick en profite avec un superbe Canada des deux de la 3 pendant que les deux étaient là. Et Nova est dans le pétrin. 1-2, mais kick-out de monsieur le futur Simon Dean. Et après ça, on a Hamrick qui martèle Nova de coups. Et ce dernier, il rentre en redemande. Il finit par le frapper, frapper Hamrick lui-même à répétition dans le coin. Et après ça, on a un autre super beau super kick en pleine, dans le fond, direct dans le nez de Chris Hamrick. Et après ça, on a Electra qui embarque sur son dos. Et Nova la met au sol avec un snapmare. Il lui kick le bras pendant qu'elle a on tient la corde. Il kick le bras pour genre y péter l'avant-bras. Et après ça, on a un crossface chicken wing sur Hamrick, mais qui recule dans l'arbitre pour un ref bump. Après ça, 2 autres arbitres arrivent et un fait sonner la cloche et l'autre contre les épaules de Nova pour un compte de 3 avec un contre ultra rapide. Et un des refs là-dedans est Chris Chelly, l'ancien partenaire de Nova que Nova avait battu dans un Loser Leaves ECW match. Et en fond, l'autre arbitre arrive à l'autre tournée et reçoit un coup de téléphone derrière la tête par Louis Dangerously, l'ancien sign guy Dudley qui faisait un petit cosplay de Paul Heyman ici. Qu'est-ce qu'il voulait? Ben, je sais pas, il était contre, je sais pas. Non, mais quand tu donnes un coup de téléphone à quelqu'un, c'est parce que tu as quelque chose à ouais, dire. Mais littéralement un coup de téléphone. Ah, OK. Tu sais, les gros téléphones que Paul Heyman avait là, dans le temps de la WCW. Oui. Avec l'antenne et tout, là. Exactement, oui. OK. Ça fait pas du bien. Non. Et après ça, voici maintenant Little Spike Dudley, LSD, qui arrive. Et dans le fond, Louis dit à Spike quel genre d'homme s'appellerait un Dudley. Moi, je ne ferais jamais ça. C'est bonne. Et après ça, il y a Spike qui fonce sur Chris Chelly et qui le domine. Spike réussit quand même à frapper Dangerously dans le coin. Puis il fait son Dudley Dog en se prenant Louis Dangerously comme springboard. Et après ça, pendant que Jetty est au sol, Nova fait un Swanton Bomb magnifique sur Jelly. Et après ça, il y a Nova qui va avec son finish, le Kryptonite Crunch, qui est dans le fond un genre de, le genre de Celtic Cross comme Sheamus Finlay faisait. Là. Puis le Emerald Fusion, non, je ne sais pas si c'est ça. Non, Emerald Fusion, c'est comme par en avant, la tête, comme c'est ça. Ouais. Et il fait ça sur Hamrick et Little Spike Dudley fait le compte de 3 pour la victoire de Nova. C'est ça, victoire de Nova contre Chris Hamrick. Là, on est comme passé d'un combat au 3e combat avec 6000 interventions. Là. On voit un pattern ici. Là. Ben, deux matchs. Le premier combat n'avait pas rapport. Là. Ouais, j'aime pas ça, moi. Je trouve Ben, dégueulasse. C'est ça le style de la AEW dans le temps, c'est qu'il y avait beaucoup de matchs de même. Là. Ça faisait beaucoup de un segment dans l'autre segment, puis après ça, il arrêtait pour faire d'autres choses. Mais regarde, le monde aimait ça. C'est pas comme s'il faisait de quoi que le monde aimait pas puis qu'on continuait de le faire. Hey, s'il faisait jouer de musique pendant le combat, je pense qu'il y a quelqu'un qui donnait 5 stars. Ben, il faisait ça souvent à Thury, mais il faisait ça avec New Jack. Ouais, il n'y a pas eu de 5 stars, New Jack. Pourquoi que. Ben là, New Jack, come on, là. C'était un peu trop demandant, je trouve. Mais sinon, moi, je pense oui. C'est un bon match. Oui, un match chaotique avec un peu trop d'affaires, mais sinon, c'était correct. Ben, Nova était bon, là. Oui, Nova était bon. Je ne sais pas pourquoi WWE, ben, évidemment, il y avait une gimmick qui n'était pas parfaite pour faire des gros matchs, là, mais il était connu par la suite pour être un genre de têteux un peu, Simon Dean, le gars qui fait Mike, il s'appelle Mike Bucci. Puis, il a une petite réputation comme un genre de snitch, ou si on veut, là, de têteux de boss. Ça ne l'a pas aidé sûrement, mais non, en tout cas, moi, j'aimais bien Simon Dean, évidemment, cette gimmick à WWE, c'était vraiment le fun. Surtout quand j'ai eu Maven comme partner.
Je me souviens, tu étais tellement high sur eux autres. Là. Ben, Ah, sur Simon Dean, quand à un moment donné, t'en étais quasiment fatigant. Là. il était écœurant, Simon Dean, pour Ah, il vrai. était Là. cool, pareil. Ouais. Tantôt, tu parlais de TOW, il était là, mais je me fais signer mon bonhomme par Simon Dean. Ben ouais, Tu Mané, parles je de me rappelle. têteux, hein? Tu parles de têteux. Ben là, si ça n'a pas rapport, c'est une dédicace que je voulais. Puis, es-tu content? Tu l'as survendu sur eBay? Non, je l'ai encore. OK. Anyway, tu feras pas une scène avec ça. Là. C'est pas gentil. Après ça, on a une promo backstage avec Steve Corino et Jack Victory. Et Corino dit que le champion de la ICW, mais que le monde pensait qu'il était un chicken, un pissou, ou même un comedy act. Mais il a prouvé que c'était faux en commençant par être le gérant de Rhino, jusqu'à terminer la légende du rêve américain Dusty Rhodes et gagner le titre en tout ça juste 1 an. Et pour 2 mois maintenant, je suis champion de la ICW et pour un de ces mois, j'ai pas d'or que je peux ramener à la maison. Et c'est la faute de Sandman, tout ça. En fond, pour ceux qui ne savent pas, en fond, Sandman avait volé la ceinture à Steve Corino le mois d'avant pour se promener avec. Et un peu comme on a vu avec Thomas Dubois et Twiggy. À Battle War, oui. Oui, c'est vrai. Non. Faut que tu le dises. C'est pas tout le monde qui est allé voir le show. Ben là, c'est pour ça qu'on est 2. Ouais. Hey, d'ailleurs, je t'arrête avant que tu continues. OK, ouais, donc. Pour ceux qui ne le savaient pas, Steve Corino, c'est un mentor et un bon ami de Kevin Owens. Il l'a beaucoup aidé sur les circuits indépendants. Puis si je ne me trompe pas aussi, ils ont le même tatou. Je pense qu'ils se sont fait faire un tatou en même temps. Ah, peut-être. Ben, il était à Ring of Honor quand Kevin Owens s'était tourné contre El Generico. Là, il a fait un heel turn. Puis c'était avec Steve Corino qui était son gérant / partner. Oui, c'est un de ses mentors et un de ses bons amis dans le business depuis longtemps. Steve Corino, je pense qu'il travaille peut-être encore à NXT. Ça se peut-tu? Non. Non? OK. Non, je pense pas. Bref. Fait qu'il dit, ce soir, je vais monter dans l'échelle, prendre ce qui est à moi. Et Justin Credible, je vais aussi me faire ta femme parce que je suis champion. Tabarouette que c'est vulgaire. Ben là, c'est CW, là. Ah, okay. C'est pas la lutte de grand-papa et grand-maman, là. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, pas poli, là. C'est pas pendant la légère, là. C'est hardcore, là. La lutte pour des... comment tu appelles ça? Des bums. Des bums. Pendant que j'ai une notification, c'est Kevin nous a envoyé le logo, pas de background. Bref. Super. Wow, merci. Cool. Ben oui, t'apprends plein de choses avec mon podcast. Parfait, je vais l'envoyer plus tard. Parfait. Merci, Kevin. Match numéro 4. Tommy Dreamer contre C.W. Anderson dans un I Quit match. En parlant de match trop long. La rivalité a commencé à November to Remember 2000 quand Anderson a attaqué Dreamer après que Tommy est venu à l'aide de Styles et Gertner qui étaient écœurés par Simon Diamond et Johnny Swinger. Et au massacre de la 34e rue, CW a la plus grosse victoire de sa carrière jusque-là à l'AEW quand il a battu ce même Tommy Dreamer avec un spinebuster sur les pattes d'une table. Ouch. Fait que ça, leur histoire, une histoire depuis une couple de mois, mais ça nécessite un I Quit match ce soir. C'est pas une histoire d'amour, en tout cas. Non, bref, c'est pas plaisant tout le temps. Lock-up, les deux se vont en bas du ring sans se lâcher. Un spot qu'on faisait souvent aussi. Et Dreamer finit par souplex, mais une fois. Là. On l'a fait une fois. Ça, ils savent pas, eux autres, ça. Moi, je le dis. Ouais, je sais bien. Dreamer finit par souplexer. Il fait du suplex en bas du ring. Bon, content, Dragon Sleeper de Tommy, mais Anderson ne quitte pas. Après ça, CW lance Tommy épaule première dans le coin, il lui travaille le bras. Et parlant de bras, Dreamer place celui de Anderson entre une chaise ouverte et le poteau, puis donne un coup de chaise avec une autre chaise pendant que le bras pris. Fait que disons que ça ne fait pas du bien à M. Anderson qui se tord de douleur. Et après ça, après un coup de pipe wrench dans le front, Dreamer place la cloche sur la tête de CW Anderson, puis il se donne un petit swing avec la wrench pour faire sonner les cloches littéralement de M. Anderson. Ding dong, hello. C'est vrai. Ah oui. Et Anderson est ouvert au front et Dreamer tente de l'ouvrir encore plus, mais Anderson reste dans le match avec un low blow sur Dreamer et le lance menton premier sur la barricade. Après ça, on a Anderson qui fait un drop to hold sur l'innovateur de la violence, face première sur une chaise, mais sur le haut du dossier. Ça va faire du bien, mais un beau spot quand même. Et aussi, Dreamer aussi maintenant rendu Busted Open pour concurrencer son adversaire. Shocking. Ouais, c'est correct. C'est CW. Ouais, c'est ça. CW donne des droits.
Oui, ben là, calme-toi. Je pense que toi, va prendre une Snickers. Je pense que t'es pas toi quand t'as pas mangé une Snickers. Parfait. Correct? Faut que tu dises correct. Ah, c'est bon. C'est bon, le Snickers, c'est vrai. Et parlant de bon, Anderson donne des coups de chaise à Dreamer, mais au troisième, Dreamer met son pied et de l'autre, reçoit ça direct dans sa face. Il tombe avec une chaise sur la tête. Après ça, on a Dreamer saute avec un elbow de la deuxième et Anderson se fait écraser de la caboche. Et après ça, la full pop pour Dreamer qui reçoit un cadeau emballé. Il l'ouvre et c'est un rouleau de rasoir. Il fait bien content. Après ça, Anderson s'en prend un préposé ringside puis le frappe avec une plaque à biscuits. Et le préposé en question est un genre de héros culte que les fans appelaient Towel Boy à la ICW. Dans le fond, c'est celui qui arrivait entre les matchs, puis il prenait sa serviette, puis il nettoyait les cordes pour que les lutteurs qui font des spots high flying ne se pètent pas à gueule. Puis évidemment, la foule a commencé à se rendre son nom, fait qu'il est devenu un genre de héros, si on veut. Un travailleur dans l'ombre. Exact. Puis Anderson avait essayé de l'attaquer un petit peu avant, je pense, le show d'avant. Puis il essaie de se venger ce soir contre Anderson, puis lui et Dreamer font un genre de culture avec des tôles de métal. Et après ça, il monte au top, mais Anderson se débarrasse de Tommy Dreamer. Il frappe Towel Boy avec la tôle. Et après ça, il a fait en fond, il a rejoint sa corde, puis il a fait une stalling suplex pendant un bon genre 15-20 secondes, qui était un beau spot. Évidemment, le gars Towel Boy, il est très grand, puis il est très maigre. Fait que c'est plus facile de faire un suplex de même à un gars comme ça. Est-ce que c'était la première fois que Towel Boy était impliqué physiquement dans un match? Ben, comme j'ai dit avant, le mois d'avant, il a essayé de l'attaquer, je pense. Ah oui. Non, mais je parle. Avant ça, il n'y avait pas eu de. Non, je pense pas. Non. OK, non. parfait. Puis après ça, Anderson fait un spinebuster à Dreamer, mais sur le fil de rasoir. Et pendant que je change de page. Ah, ben, ouais, c'est violent à souhait. C'est pas pour les enfants, ça, ce show-là. Ici, Dub. C'est pas pour les enfants, mais non. Mais... Galé. Quoi? Hey, ben, t'es un fan de John Moxley. Hey, wow. Avoir été un fan dans ce temps-là, t'aurais aimé ça en crise de voir ces shows-là. T'aurais été pareil là-bas, ici, Dub. J'ai jamais été un fan de la... Gros oui, fan non, de je sais, mais si tu aurais été, mettons, là, je veux dire, moi, menteur. Hey, je suis un fan de Tatanka, là, tu sais. Il y a ça. Après ça, on a une souplex de Anderson sur 2 chaises ouvertes. De métal? Oui, bien évidemment, en acier trempé mouillé. Et voici une table, justement, qui rentre en jeu. Hein, tu avais mes notes. Et ça se retourne contre CW Anderson. Par contre, quand Dreamer le frappe avec une chaise, il lui fait son Spicoli Driver, qui était évidemment un Davali Driver, en honneur de Spicoli qui était décédé. À travers la table, justement, CW Anderson est dans le trouble. Fait qu'après ça, Tommy Dreamer prend, en fond, sur la table, genre, qu'est-ce qu'il y a en haut de la table, le genre de gros fil. Mais il a pris le fil, puis il l'a entouré autour de la face d'Anderson dans les yeux. Ouais. En genre de crossface, puis ça a fait qu'Anderson a abandonné. Il a dit « I quit » dans un très beau visuel. Après le combat, les deux se sont serrés la main. Fait que ça, victoire de Tommy Dreamer dans un I quit match contre CW Anderson. Il a-tu fait comme ça? I quit. Non, il a fait I quit. Fun fact que tout le monde se fout. Moi, j'ai eu 2 I quit matchs, puis 2 I quit matchs dans ma vie, puis j'ai perdu les 2. Les deux à cause de toi. You're welcome. Ouais. Bref, pour le match, avant que je fasse ma critique, toi, le match, comment tu l'as trouvé? Ben, 14 minutes 11 bell to bell. Non, mais sinon, comment je pourrais décrire ça? C'est que je ne suis pas un fan en tant que tel, mais le match, c'est un match avec une rivalité, c'est un quit match, c'est une fin de rivalité. Puis c'est hardcore, puis c'est Tommy Dreamer qui est une des faces de la ECW. Fait que pour ce que ça avait à donner, je pense que ça a donné le spectacle que ça va donner avec Tommy Dreamer. Ouais. Moi, je trouvais que c'est un excellent match, pour vrai. C'est sûr que ça sort du lot comparé au match qu'on a vu avant ça. Là. Ouais. Mais non, je trouve que c'est un excellent match. Puis évidemment, c'est pas pour tous les goûts, là, mais ceux qui aiment ce genre de match-là vont être bien heureux s'ils checkent ce combat-là. Là. Ouais, exact. Si vous aimez le sang, c'est ça. Ouais. Et justement, on parlait de Towel Boy, mais j'ai un petit résumé pas de sa carrière, mais qu'est-ce qui est arrivé après. Il a continué à lutter jusqu'en 2007, imaginez-vous donc, Towel Boy. Mais en 2007, malheureusement, dans un show, il s'est cassé les 2 jambes quand il a voulu faire un moonsault en bas du ring. Sauf que malheureusement pour lui, ses 2 jambes ont frappé de plein fouet la barricade. Ouch.
Il a fallu qu'il se fasse pousser des tiges de métal dans chacune de ses jambes. Mais après plusieurs mois de thérapie physique, il a réappris à marcher. Puis évidemment, c'est la fin de sa carrière, évidemment. Fait que là, c'est quand même une triste histoire, mais regarde, c'est le risque du métier, malheureusement. Là. On sait qu'est-ce qui arrive quand on rentre dans un ring, qu'est-ce qui peut arriver. Fait que... Ouais, mais tu sais, en plus, le gars est à ECW, tu sais, mettons, là, je vais dire sa carrière parce qu'il travaillait quand même pour la ECW, là. Puis, tu sais, il a vu des spots peut-être toute sa vie, genre dangereux. Puis, il était probablement pas trainé à la hauteur pour rentrer dans un ring pour faire ce genre de spot-là. Puis, il a probablement juste voulu copier. Puis, ça a mal fini. Ouais, mais tu sais, en même temps, quand un mot sort à l'extérieur du ring, c'est pas comme si c'était. C'est risqué, là. Oui, c'est risqué, mais c'est pas une affaire super hardcore que personne ne devrait faire. Là. Ben, un moonsault à l'extérieur. Hey, qu'est-ce Ouais, que mais tu t'as luttes, deux gars là? qui t'attrapent. C'est pas comme s'ils faisaient ça dans Ça le dépend. vide. Ouais, mais Ça là, dépend. ils l'ont manqué, là, ou il a peut-être overshoté le monde aussi, ça se peut. Là. Tu sais, tu le sais, là, monter sa troisième corde dans un ring, juste de la troisième corde jusque dans le ring, c'est quand même haut. Oui, ça paraît pas, mais ça l'est. C'est très haut, là, tout dépendamment du ring que tu luttes, mais ça, c'est un ring quand même assez haut. Là. Ouais. Fait que, tu sais, non, moi, je trouve ça risqué. Ça paraît banal parce qu'on le voit souvent, là, Ouais, mais le faire, c'est autre chose. Là. Ouais. Mais regarde, en même temps, on le dit souvent, on se répète, là, tu peux te blesser sur n'importe quoi. Là, regarde, tu peux juste tomber tout croche d'un leptos, péter le dos, puis être fini. C'est pas comme si il y a des mots qui font plus mal que d'autres, c'est plus dangereux. Tout est dangereux. Là. Tu peux te blesser en courant un corde, on sait jamais. Là. Ouais. C'est très, très dangereux. Ouais. C'est pas pour rien qu'il y a des entraînements et que c'est fait professionnellement. Sinon, tout le monde le ferait. C'est ça. Et après ça, on est. Ça veut dire de quoi, mais je le dirais pas. On a Francine qui est assis dans son locker room avec un sous-marin géant. À se demander si ça peut le rentrer au complet dans sa bouche. Quand Steve Corino arrive, il lui demande que vu qu'il est champion, ben, si elle voulait coucher avec lui. Non, c'est vrai, il n'a pas dit. Est-ce que tu voudrais flatter mon salami ce soir? Ben, parce qu'il y avait un sous-marin devant lui, sous-marin, salami. Hein. Pour moi qui crie, hein. Là, tu sais ce que tu viens de dire. Là. Quoi? Tu le sais, là. Hein? Je vais juste traduire. Tu le sais, ça me donne le goût de manger un sous-marin. Là. Ben oui, mais il n'y a rien d'ouvert à cette heure-là qu'on l'enregistre. Là. J'en ai dans plus d'heures, après le podcast. Parfait, ça sera ta petite treat après podcast. Puis si jamais t'as faim, ben je peux te garder un peu de salami. Parfait. Okay. Bref, en fond, elle dit que d'habitude, elle le ferait, mais vu qu'il n'y a pas de ceinture, ben ça ne marche pas. Oh. Et Corino lui demande où est son ami Justin, et Francine lui dit qu'il est aux toilettes avec Missy Hyatt. Oh. Et Corino, il rit, il dit, voyons donc, il croit pas à ça. Puis il s'en va, il dit à Credible d'avoir du fun avec Missy Hyatt en cognant à sa porte. Puis quand il part, évidemment, quand il tourne le couloir, il y a Missy Hyatt et Credible qui sortent des toilettes. Évidemment, ils sont amusés dedans. Et Credible s'obtient avec Francine qui lui dit que tant qu'il n'a pas de ceinture, il ne peut pas avoir ça, en pointant évidemment le bas de son corps. Et après ça, dans le corridor, Missy Hyatt rencontre Corino et Victory, puis Corino ne revient pas. Et après quelques mois avec le partenaire de Corino, Jack Victory, évidemment, elle part et la promo se termine avec les deux qui font un V avec leur main devant la caméra, tout sourire en disant qu'ils ont volé la promo. Okay. Beaucoup trop de détails pour le talent dans cette promo-là. Tu parles de ma part? Non, pas toi. Toi, tu es exceptionnel. Okay. Merci, c'est gentil. Ça fait plaisir. Parle d'exceptionnel. Match numéro 5. Un combat three-way dance par élimination pour les aspirants numéro 1 au titre par équipe, détenus par Danny Doring et Roadkill. Les FBI, ils ne parlent pas des petites bouteilles de jus. Little Guido et Tony Mamaluke avec Big Sally Graziano dans leur coin contre Kid Cash et Super Crazy. Yes. Et contre le Unholy Alliance, Yoshihiro Tajiri et Mikey Whipwreck avec le Sinister Minister qui était qui? Je me souviens pas. Paul James Mitchell. Ah oui, ben oui. Ah non, mais non. Ça, c'est. Non, je m'excuse. J'en ai parlé en plus dans le podcast de Chris Canyon. Exact. Allez le voir si tu ne l'as pas vu. Je suis fatigué. Ça paraît, hein. Soit que tu es fatigué ou bien tu as repassé à ton sous-marin dans le frigère. Un mix des deux, je pense. Ouais, je pense que c'est ça. Et True Elements ACW, évidemment, c'est 3 gars dans le ring en même temps, en tout temps. Wow. Et en fond, ça commence avec Cash, Mamaluke et Whipwreck qui commencent le bal.
Et Cash manque un genre de springboard et la foule lui chante You fucked up, comme la foule AEW faisait souvent. Et après ça, on change de partner de chaque côté maintenant. Et bel échange entre Tajiri et Super Crazy qui se finit avec un kick de Tajiri en pleine poire de super fou. Ah, je l'adore, Tajiri. Un de mes lutteurs mid-card préférés. Ah, j'adore aussi, pour vrai. Là. Ouais. Je suis un très grand fan de Tajiri. Yes. Et Kid Cash se reprend qu'un Whisper in the Wind sur Guido. Et c'est suivi d'un springboard leg drop de Crazy pour 2. Et après ça, tout le monde est dans le ring avec 3 soumissions en même temps dans un spot vraiment cool avec Crazy qui fait une planchette mexicaine à Guido, Tajiri qui fait son tarantula à Cash dans les cordes et Whipwreck qui fait un Mutalock sur Mamelouk. Et évidemment, ce ne serait pas un match à plusieurs personnes sans un bout de dive. Et tout ça se termine avec Kid Cash qui fait un excellent, un très beau corkscrew flipping senton sur le top. Puis évidemment, c'est fun parce que tout le monde bump en genre à bas de quai. C'était écœurant. Après ça, il y a Super Crazy qui amène Tajiri dans le coin pour lui faire les 10 coups de poing dans le coin. Et évidemment, les fans du compte en espagnol. Et comme ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait au podcast. C'est vrai, ça fait un bout que tu ne l'as pas fait. Bientôt. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et. Diète? Non, toi, diète peut-être, mais dièse. Hey, 11, sais-tu? Ocho One. Ah, c'est ça en plus. Non, c'est pas ça. J'ai déjà entendu, mais je ne me rappelle pas. Bref, si on fait une question au coup, je vais m'en rappeler. Il amène dans le... Après ça, évidemment, ça ne prend pas grand temps pour ça que Big Sally Graziano vient splasher Kid Cash dans le dos de l'arbitre. Et évidemment, ça élimine Kid Cash par Mamelouk pour sortir Kid Cash et Super Crazy du combat. Fait que ça devient un combat par équipe normal. Après ça, Mikey et Tajiri dominent le FBI jusqu'à temps que Big Sal entre Whipwreck dans le poteau en bas du ring, dos premier. Et après ça, on a Mamelouk qui fait un reverse DDT de la 3 sur Mikey. En fond, c'est un peu. En fond, il fait comme un genre de tableau DDT, mais en reverse DDT à la place de la passer à la deuxième corde. Ce qui est un plus beau spot que j'ai expliqué. Et après, c'est celui de Sicilian Slice, dans le fond, un famous surge de Guido qui saute d'apron jusque sur son adversaire. Et après ça, malgré tout ça, c'est seulement un compte de 2. Après ça, le FBI rentre Whipwreck et le place sur la troisième corde. Il lui fait un powerbomb en duo pour un autre compte de 2. Après ça, Mikey se donne de l'espace, avec un Whipper Snapper qui est un Stone Cold Stunner sur Mamelouk et va taguer Yoshihiro. Ensuite, Mikey Whipwreck mettait souvent son corps en danger. Ouais, ben c'est un risk taker. Là. Ouais, exactement. Un des préférés de Dave. Oui, mais c'est un ancien champion de l'AEW, Mike Whipwreck, qui avait battu Stone Cold même, en plus. C'est vrai? Oui. Ben, tant qu'il était stunning Steve Austin, là, partez pas en peur. Là. Pareil. Oui, quand même. C'est quand même un bon fait d'armes qui dit. Ouais. Et le Unholy Alliance place chacun une chaise sur le coin et entre la 2 et la 3, puis ils font un snake eyes à chaque membre du FBI dessus. Après ça, Whipwreck lance un double Whipper Snapper du top, mais FBI tombe sur leurs pieds. Puis ils font un double Fujiwara Armbar sur Whipwreck qui est pris. Sauf que son partenaire est pas loin. Tajiri brise ça avec pas un, pas 2, mais bien 3 buzzsaw kicks sur Guido. Chacun vendu superbement par Little Guido. Ben oui. Et après ça, il crache le poison vert dans les yeux de Tony Mamelouk. Et Mikey lui fait un Tiger Suplex, les bras croisés, pendant que Tajiri fait un German à Guido. Et c'est le compte de 3 pour le Unholy Alliance, qui sont maintenant aspirants numéro 1 au titre par équipe. Le match, as-tu aimé? Assez spectaculaire comme match. Ça va être, je te dirais qu'il est quand même assez haut sur dans ma liste des matchs de la soirée. Est-ce que ça sera le meilleur? On verra. Mais très, très, très bon match avec des lutteurs que j'aime, des lutteurs qui ont connu quand même une carrière intéressante, même à WWE. Ils ont eu quand même, surtout Tajiri, mais même Kid Cash et Super Crazy ont quand même eu des spots intéressants, surtout Super Crazy aussi. Mais Kid Cash, c'est plus. Ouais, j'avoue qu'il a développé un peu. Un peu quand même dans la division Cruiserweight. Il est allé à TNA aussi. Ouais. Beaucoup, il y a eu des meilleurs spots, mais ils ont quand même eu des spots intéressants de WWE. Là. Fait que, ouais, un bon match dans l'ensemble. Un match qui me parle un peu plus. Ouais. Et ça, comme tu as dit, ben, regarde, un très, très bon match avec beaucoup de beaux spots, là, de l'action quasiment mur à mur. Là. Puis non, vraiment, j'ai beaucoup aimé ce match-là aussi. Puis ouais, il est en conversation pour le match of the night, c'est sûr. On va en parler.
Et malheureusement pour l'équipe de James Mitchell, ils n'ont pas eu le temps d'avoir le combat de championnat avant que la fermeture de la compagnie arrive et c'est très dommage. Ouais. Ça, ils ne savaient pas de toute façon à Non, l'époque que évidemment. c'était le dernier show, parce que sinon, ils n'auraient pas fait le match. Je pense. Pourquoi pas? Pas pour le number one contender quand il n'y a plus de Fed. Bon, moi, il aurait pu le faire quand même. Ouais, anyways. En tout cas. Bref. Après ça, le Sandman coupe une promo en coulisses. Il dit qu'il n'a aucun problème à donner le titre à l'officiel de la SW pour le mettre en haut du ring à 15 pieds de hauteur. Il va avoir des tables, des chaises et des cannes de Singapour, mais c'est correct. Il est le roi de l'extrême, il est un icône du hardcore. Et si on serait des hommes parieurs, est-ce qu'on gagerait sur Steve Corino, Just Incredible ou le Sandman, dit-il? Moi, je parie pas parce que, écoute, depuis le début du podcast, tu parles de violence, de sexe, on ne commencera pas à rentrer Paris là-dedans en plus. Là, c'est un mauvais exemple pour les enfants qui écoutent encore une fois, je suis désolé. C'est ça. Je suis un peu trop désolé dans le podcast, je trouve. Ça ne s'entend pas. J'ai changé, hein? Je suis en thérapie. J'essaie de faire de quoi avec ça. Parfait. Content de savoir que tu te portes bien. Content de savoir que tu consultes. Enfin, ça fait des années que je dis. Et après ça, on a Simon Diamond qui est dans le micro dans les mains. Il est avec Don Murray et Johnny Swinger. Et un fun fact aussi, Johnny Swinger, pas Johnny Swinger, mais Simon Diamond et Don Murray à l'époque étaient engaged. C'était un couple dans la vraie vie. Et finalement, ils ne sont jamais mariés, mais à l'époque, ils étaient ensemble. Puis, il était très joli Don Murray dans ce temps-là. Ben, là encore, évidemment. Mais... Non, mais dans le sens elle était plus jeune. Ben oui, c'est ça. Non, mais elle était très, 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 très jolie. Toi aussi, plus jeune, tu étais plus beau. Non. Pas sûr. Moi, je pense que je me trouve plus beau en vieillissant. Parce que quand j'étais jeune, moi, j'avais une coupe de cheveux bol de riz, puis j'avais des chandails lettres. La star, t'as une coupe de cheveux, la NWC. Il commence pas là-dessus, le Dave. Pas parce que vous avez un coiffeur backstage que vous êtes obligé de prendre la même coupe. Brutus, c'est ce qu'on l'appelle. Parfait. Et il dit que New York City, c'est ça, il a juste à dire New York City, puis Swinger a arraché le micro dans les mains. Il lui dit qu'il a un problème. Il dit que c'était la période des fêtes récemment et qu'en ce qui concerne Don Murray, Simon a beaucoup plus reçu que donné. Et Swinger a dit à Don qu'il n'avait pas assez bénéficié de ses services managériels et qu'il a décidé pour le moment de faire appel au service du Blue Boy Management. Et Q, le Blue Boy Management qui arrive. En fond, le Blue Boy et Jasmine Sinclair font leur entrée. Aucune parenté avec Titus. Un plan monté par Sinclair. Et évidemment, le Blue Boy est qui, Marco? Blue Mania? Exactement. Mais il avait perdu beaucoup. Bon, je te donne des softballs. Là. Je sais c'est qui Blue Mania quand même. Là. Mais c'est ça, je te dis, je te donne des faciles. Pas je l'ai écouté le show, le monde pense que je l'écoute pas. Je l'écoute. Là. Ah, c'est bien. Bon. Le monde pense ça pour moi? Je ne sais pas. Je m'en parle pas. Les commentaires. Et en fond, il avait perdu beaucoup de poids, Blue Mania, à l'époque. C'est pas le Blue Mania qu'on se rappelle même 2 ans avant là, à WBF. Là. Puis Sinclair qui était très connu dans le monde de la porno. Et oui, c'est shocking. Hein? Et c'était quand même la copine de Blue Mania pour vrai à l'époque. Puis même qu'ils sont encore en très bon terme encore à ce jour. Ah, ben ouais, on met ça dans le 7 jours. Ben oui, mais moi, je suis Star System, moi, là. C'est le système de la lutte, c'est toi qui... Et ça nous amène au match numéro 6. Simon Diamond et Johnny Swinger avec Don Murray, Blue Boy et Jasmine Sinclair contre Balls Mahoney et Chili Willy. T'es correct, Chili Willy. Balls Mahoney puis Chili Willy. Ouais. OK. Et Blue Boy frappe Balls Mahoney pendant que Willy se fait avoir par Diamond et Swinger dans l'arène. Puis moi, je trouve qu'il a fait un très bon team, là, Balls Mahoney puis Blue Mini. Là. Mm-hmm. Il aurait pu s'appeler Blue Balls. Là ton résumé de match est déjà plus long que le match. Comment? C'est de l'humour. Contente-toi de la lutte, t'es meilleur là-dedans. Je suis pas super en humour, t'as juste pas le sens de l'humour. Hey! Ok, j'arrête. Parfait. Ceux qui ne savent pas, il m'a menacé comme Benjamin Toll.
Et après ça, on a John, dans le fond, pendant que Chili Willy se fait dans le ring, il reçoit un genre de flapjack en DDT, un peu comme Eminem faisait, le snapshot. Là. Puis après ça, le Blue Boy. Eminem, il a jamais fait ça, c'est un chanteur. Tu sais. Eminem, je parle de Morrison, Melino et Nitro. Melino? Non, j'ai pas dit Melino. Ben, il a dit Melino. J'ai dit Morrison, je pense 2 fois. En tout cas, Eminem, c'était Mercury, Melina et Nitro. Parfait. Les meilleurs moments de la carrière de Johnny Morrison. Ben là, plus Johnny Mercury. Là. Mercury, ouais. Oh, il y a eu des bons moments avec Jimmy Noble avec Seth Rollins. Faut lui donner. C'est vrai. Bref, parlant de donner, Blue Boy rentre dans le ring, mais il reçoit un coup de chair, un coup de chair violent de Monley, direct en pleine face. Puis ouais. Quand on parle de coups à la tête, des coups de chaise qui n'ont pas leur place dans le monde de la lutte, ben, en 1999, c'était plus monnaie courante. En 2001, je veux dire, c'était plus monnaie courante. Puis là, le monde criait « Balls, 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 balls ». Ah, il frappait, il donnait des punches, il faisait « balls », c'était malade. Ouais. Un gars très populaire, c'était pourquoi que dire ça, il très populaire. Vraiment, tout le monde était populaire, les babyface surtout. Là. Ouais, c'est quand un gars qui passe la serviette, ses cordes est populaire. Hey, insulte pas le good name of Towel Boy. Ouais, là, puis quelqu'un qui fait un backflip et se pète les 2 jambes, là, tu sais, maintenant. Un peu de compassion, là. Pas de compassion, tu sais pas lutter, reste dans ton salon. C'est pas gentil. Bref, Rhino arrive et challenge Balls de le trouver avec sa chaise, mais Rhino se baisse et lui fait un gore. Et après ça, même traitement pour Swinger et Diamond. Dawn Marie embarque pour constater des dégâts, mais elle aussi reçoit un gore. Et après ça, on a Chili Willy qui prend le dessus sur Rhino avec un coup de fessier violent à la Colt Cabana. Mais il lui tourne le dos pour faire popper sa foule. Et quand il se retourne, un autre gore l'attend. Blue Boy, devinez quoi? Un gore aussi. Oh, et après ça, il y a Sinclair. Sinclair qui vient voir au sol Blue Meanie pour voir ce qui se passe. Et Rhino l'agrippe par les cheveux. Et après ça, lui pogne, la pogne en pile driver, monte sur la 2e corde et lui fait un pile driver de la 2e corde dans un spot. Il faut être folle un peu pour manger ce move-là. Là. Ouais, mais je pense que s'il y a un gars qui peut essayer, je pense que c'est Rhino. Là. Je sais pas si à l'époque il avait la même réputation, mais je pense que Rhino fait attention à son monde. Ouais, puis à la grosseur de cuisse qu'il avait, il y avait du cushing aussi. Ah, des belles petites. Moi, je te mordrais là-dedans, ces cuisses-là. Là. Faut bien qu'il compense ses petits bas. Je parle de Rhino, évidemment. Là. Oui, on l'avait deviné. C'était pas très subtil. Et ouais, fait que sinon, c'est pas mal ça, là, un autre contest, mais moi, j'ai bien aimé ça parce que c'est comme ça que tu builds un monstre. Ouais, mais c'est parce que là, l'affaire, c'est que. Non, il n'y a rien, il n'y a pas d'affaire. 48 secondes, t'as buildé un monstre. C'est qui le monstre? C'est Rhino? Non, c'est Sinclair. OK. Hey, d'ailleurs, Sinclair, il y a un arbitre aussi à ROH. Todd Sinclair, ouais. Sont-ils tous reliés, eux autres? Peut-être, on sait pas. La Sinclair Faction? Ouais, la Sinclair Broadcasting. Ben ouais, sinon, c'est ça. Là, un autre. C'est ça l'affaire, c'est qu'il y en a eu beaucoup de spots comme ça. Je sais, tu vas me dire c'est la ECW, là, mais il y en a trop. Là. Hey. Quoi? Et la ECW. Bref, c'est sûr que c'est pas vraiment un match, là, comme tu as dit, mais pour ce que c'était comme segment, c'était bon à regarder. Là, puis, ouais, c'est le meilleur segment. Comme j'ai dit, ça a buildé Rhino comme un monstre qu'il ne faut pas que tu écœures. Exact. Parlant de Rhino, il fait une promo backstage après ça. Il est déchaîné, il crie qu'il n'a pas fini ce soir, qu'il va juste commencer. Il goûte, il sent, il vit pour la violence, tu sais, en donnant des coups sur la porte à côté. Puis une très belle intensité ici de Rhino, évidemment que c'est sa plus grande force, évidemment, d'être intense dans le ring puis dans ses promos. Mm-hmm. Puis après ça, on voit Styles et Cyrus qui nous parlent du prochain combat et on va directement au match numéro 7 pour le championnat de la XW dans un combat de TLCC. Table, ladders, chairs et canes. On a Steve Corino, le champion défendant, évidemment, mais qui n'a plus sa ceinture, mais c'est quand même lui le champion. Avec Jack Victory contre The Sandman, contre Justin Crumble, accompagné de Francine, le Queen of Extreme. Oui, en effet. Puis évidemment, vu que c'est sur WC Network, on a une version cheap de ça tout, mais évidemment, il y a une très bonne tune d'entrée, puis une très bonne entrée tout court aussi. Là. Enter the Sandman de Metallica. Enter Sandman, oui. Hey, puis il va dans.
Ben là, c'est correct, là. Puis il va dans la foule, puis il prend des bières, puis il s'est pète sa tête, puis la foule capote, puis ça. Puis il fume des cigarettes, puis... Ouais, un vrai bad boy. Ouais. OK. Bel exemple de notre jeunesse ouais. encore. Ben ouais, mais en 2001, c'était différent, une différente époque. C'est vrai. Steve Corino avait justement battu Credible pour donner le champion de la SW dans un three-way avec aussi le Sandman à November to Remember 2000. Et un mois avant ce pay-per-view, Sandman avait eu le titre à Steve Corino, la ceinture physique. Fait qu'alors, Corino est champion sans ceinture. Et pour commencer le combat, on a Credible qui place une échelle sur Corino et qui prend un autre et il le splash en sautant de la 3 avec, tu sais, un peu genre, il tient l'échelle qui saute avec, puis il sandwich Corino qui est à terre. Après ça, il tente de prendre le titre, mais Corino le frappe avec un kendo stick. Sauf que malheureusement pour Corino, l'échelle, il tombe sa tête après pendant qu'il ne s'en rend pas compte. Ben, il est genre la tête penchée. Steve Corino aussi, c'était un de tes lutteurs préférés dans le temps. T'avais pas fait un tag team dans un jeu vidéo avec lui en plus? Je me souviens que j'avais fait, à un moment donné, on faisait des shows de lutte avec SmackDown. Je ne me rappelle pas c'était lequel. Là. Mais on avait fait une brand ECW, moi puis Dave, je pense. Ouais, puis toi, je sais que t'aimais bien Corino. Je sais que Dave, il l'aime bien. Là. Ouais. Puis, mais toi aussi, t'aimais bien Steve Corino. Ben, c'est un bon lutteur, Steve Corino, par exemple. Ouais. Ben, tu me dis ça, mais je ne me rappelle pas de tant que ça, mais j'imagine que oui, ça fait quand même longtemps, évidemment. On ne se rappelle pas de tout. Là. Non. Mais non, fait que, ouais, ça, non, je me rappelle en fait, avec Dave, on avait fait ça. Et après ça, le Sandman est assis dans le coin, puis les jambes écartées, puis les deux autres, Credible et Corino, prennent chacun une chaise, puis ils donnent un coup de chaise sur l'échelle qui va directement dans les parties de Sandman, dans un spot quand même créatif. Puis après ça, on a Credible qui renverse un whip de Sandman qui, lui, revole en bas du ring tout droit à travers une table, comme sur YouTube les mercredis. Et après ça, on a un coup de kendo qui a ouvert le... Oui, parfait, merci beaucoup. On a un coup de kendo qui a ouvert le front de Credible. Et après ça, avec Justin dans les vapes, ça mène à cote une échelle dans les cordes et souplexe Corino dessus. Et après ça, ça mène aussi son travail en garochant l'échelle... en garochant plutôt Credible de l'apron jusque sur une table placée sur la barricade en bas de l'arène. Et la foule est nuts. Oui, pour vrai. Pour ce match-là. Ouais. Et après un slingshot de Corino sur Credible sur une échelle dans le coin, Corino c'est un DDT renversé. Et Credible s'en sort, il fait son tombstone en tournant le finish, le move qui appelle That's Incredible. Et pour terminer la séquence, Francine fait un head scissors au Sandman en sautant du tablier du ring jusqu'en bas. Un beau spot pour Francine. Et qu'est-ce que la foule chantait à ce moment-là? ECW. Ouais. Ben, des fois, il chantait d'autres choses à des femmes, mais je ne dirais pas c'est quoi. Ouais, c'est pas fin, ça. Non. Gang de Soudon. Oui. Ben, en effet, il y en a sûr qu'il y en a pas mal. Sandman sort une super grande échelle et Corino et Credible finissent par monter, mais la ceinture monte en même temps. Un peu comme on avait vu à King of the Ring 99. Show qu'on a vu sur toute notre plateforme. Et après ça, pas longtemps après ça, Credible donne un bulldog à Corino de l'échelle jusque sur une table. Puis pendant qu'ils sont au sol, Sandman en profite pour monter dans l'échelle et décrocher la ceinture pour devenir champion de la SW pour la 5e et dernière fois. Quand même, hein? 5 fois champion. Ben oui, pour vrai. Mais tu sais, c'est quand même une des légendes de la fédération. Là. Born, il est peut-être dans le top 10 facilement, là. Même top 5 même, je dirais. Là. Je trouve que c'était le match qui avait le plus de star power dans la carte, là, mis à part le main event. Là. Mais tu sais, quand tu penses à Credible, Corino, puis Sandman, je pense que, tu sais, mettons, juste avec ça, tu peux vendre un pay-per-view, là, surtout dans ce temps-là de la ECW. Ouais. Je te dis pas dans un autre fed, là, mais quoi que Sandman, le monde est toujours intrigué par ce qu'il va faire parce que c'est un peu un genre de loose cannon, si on veut. Ouais, c'est vrai. Fait que, non, c'est ça. C'est un match qui n'était pas trop long. Je pourrais à peu près 13 minutes. Puis, non, j'ai aimé le star power de ce match-là, des lutteurs que je connaissais un peu plus. Puis, quand même intéressant. Ouais. Et après le match, Credible et Corino serrent la main du Sandman quand les Baldies reviennent. Puis ils se battent jusqu'au backstage avec Credible et Corino. Et après ça, Sandman monte dans le coin avec sa ceinture posée à la foule quand Rhino est dans l'arrière de lui. Puis il l'attend.
Fait que quand Sandman se retourne, il fait un gore, mais malheureusement pour Rhino, il a perdu un peu de son impact de gore parce qu'il a comme glissé sa chaise qui est à côté de lui. Ouais. Qui est dommage un peu, mais en même temps, il s'est quand même très bien repris après. Mm-hmm. Puis après ça, il dit Fuck you New York, dit Rhino. Il demande pourquoi il change de la télévision quand la ICW n'a même pas de TV deal. Il est quand même un très bon point. Ouais. Il dit que si le titre de la ICW est celui que tout le monde est prêt à mourir pour, bien c'est celui qu'il est prêt à tuer pour obtenir. Du beau de l'air, hein? Ouais, puis là, ils l'ont buildé contre un monstre avant. Oui. Fait que là, ça va mener à quelque chose de plus gros. Oui. Et il dit donne-moi un combat maintenant. Et le Sandman lui dit d'aller se faire voir chez les Grecs. Oh. Il dit Rhino le martèle de coups de poing. Rhino lui dit que s'il ne donne pas de title shot, il va non seulement le tuer, mais il va aller tuer sa famille qui est assise là-bas. Shit. Évidemment, il ring the fucking bell, dit Sandman. Il n'est pas comme pas le choix. Ouais. Et après ça, Styles soupçonne que Cyrus est derrière tout ça, mais il lui dit qu'il n'avait aucune idée. Alors voilà, le match numéro 8 de Sandman défend sa ceinture nouvellement acquise de la ICW contre Rhino, l'actuel champion de télévision. Très mauvaise idée. Ouais, quand même. Et Rhino Gore Sandman, mais il n'avait pas le choix, il aimait ça sa famille, il n'a pas le choix. Ouais. Rhino Gore Sandman à travers une table, 1-2, mais non, le Sandman dégage quand même in extremis. Et après ça, Rhino le prend plutôt bien. Il fait un marteau pilon au Sandman de l'apron jusqu'en bas. Ouch. Ouais. Évidemment, il y avait une table pour absorber le coup. Parce qu'évidemment, ça ne fait pas mal avec une table. Hein? Ouais, c'est vrai. Et il remonte dans le ring 1-2. Et encore une fois, le Sandman dit non. Ben, il dégage. Ouais. Et après ça, il y a Rhino avec un autre power driver, mais cette fois-ci, il a enlevé un morceau de la table cassée puis il l'a placé dans le milieu du ring. Il a fait un beau power driver là-dessus que Sandman a spiké. Et le compte de 1, de 2 et de 3 se fait sentir dans l'aréna. Il y a un nouveau champion ICW ce soir et c'est Rhino, le dernier champion de la ICW. Et pas juste ICW champion, TV champion, le dernier double champion de la fédération. C'est quand même un très bon fait d'armes. Oui. Ça a bien lancé sa carrière pour après. Là. Il a connu de très, très, très bons moments partout à travers le monde. WWE, TNA, name it. Là. Puis il lutte encore à ce jour. Puis, il lutte encore à ce jour, puis il est encore bon quand même. Il est encore capable. Il est encore capable, le bonhomme. Ouais. Puis bon, il va combiner les deux matchs. Là. Je sais que tu as fait un peu ton mea culpa du ladder match tantôt, mais moi, je vais combiner les deux ensemble. Bon, le three était quand même correct. C'est un classique genre car crash, là, un match normal. En même temps, c'est normal qu'on s'attend à ça d'un match comme ça. Mais pour le changement de titre impromptu, moi, je trouve que c'est bon pour Rhino parce qu'évidemment, comme je dis, il devenait double champion. Puis ça a montré aussi que le Sandman avait du cœur malgré le fait qu'il était pratiquement hors de son ladder match. Puis évidemment, ça a beaucoup aussi plus de cachet. Parce que ils ont buildé Rhino comme un monstre au début du show. Fait que c'est comme frais dans la mémoire du monde. Fait que c'est parfait comme segment, comme match. Puis le title shot aussi, même si évidemment le match n'est pas vraiment un match. Là. Mais non, côté combiner les deux en segment, c'était écœurant. Ouais, puis c'était probablement leur meilleur segment avec le match. Puis, tu sais, si jamais la CW avait continué, ben, ça aurait été payant pour Rhino, puis, mettons, le Star Power de Rhino par après. Là. Ouais, en effet. Ben, tu sais, en même temps, il a quand même réussi de faire de quoi de bon de WWE par après. Là. Ouais, c'est ça, ça l'a aidé. Lui, ça l'a aidé, mais il ne savait pas à ce moment-là que c'était ça sa destinée. En effet. Je suis curieux de savoir ça aurait été quoi les plans s'il aurait continué. Là. D'après moi, il aurait été champion dominant pendant. Je pense qu'il aurait battu le record d'RBD qui était de 1 an et quelques. Là. RBD, c'était pas World Champion, par exemple. Non, c'était TV Title. Ouais. C'est lui qui avait battu justement pour gagner la ceinture. Absolument. Oui. Après ça, on a Cyrus de Virus qui rentre dans le ring pour exclamer haut et fort que le champion unifié et le meilleur, c'est le Man Beast Rhino. Fait qu'évidemment, ça confirme ce qu'on savait tantôt, il savait tout du grand plan de Rhino. Oh, le Juta! Il dit que si quelqu'un a les couilles de venir l'affronter Rhino dans l'arrière, qu'il vienne right fucking now. Puis il a lancé le fameux, que ce soit n'importe laquelle compagnie, on s'en fout. Et évidemment, là, ça a pas un peu d'impact parce qu'on était c'est un show redoublé pour le network avec des tunes, pas la tune originale, mettons. Fait que RVD arrive avec sa tune dubbée du network, puis la foule, évidemment, c'est un excellent pop que malheureusement, à cause de la tune, on perd un peu le oomph du pop, là. Même si tu vois vraiment le monde monter dans haut de une vraie star. Ouais.
Puis, comme j'ai dit, c'est lui que Rhino avait battu pour le titre télévision. Mais avant que les deux en viennent au coup, Jerry Lynn attaque Van Damme par derrière et la cloche sonne pour le match numéro 9. Jerry Lynn avec Cyrus contre Rob Van Dam. Dans le main event de la soirée. Oui. Et c'est le 4e duel entre les deux dans des pay-per-views de la ICW. Ils sont affrontés dans l'ordre à Living Dangerously en mars 99, à Hardcore Heaven en mai 99 et encore une fois à Hardcore Heaven l'année d'après en 2000. Allez voir ça, ils ont eu des très très bons matchs contre. Surtout celui de Living Dangerously, là, je pense que c'est le meilleur de la gang. Là. Ouais. Et au début, aucun des deux a l'avantage parce qu'ils se connaissent très bien. Fait que pendant un brawl en bas du ring, Hardy se met à saigner de la bouche. J'ai recréé 2-3 fois le tape pour voir ce qui s'est passé, puis j'ai rien trouvé. Fait que c'est peut-être peut-être, ou c'est peut-être cogné parce qu'à un moment donné, Jordan fait un crossbody pour l'amener en bas, peut-être que c'est cogné à la face sur l'apron, peut-être, je sais pas. Mm-hmm. Et ça n'a pas empêché, par exemple, de faire un moonsault de la barricade jusqu'à son adversaire. Un très beau spot, évidemment, comme RVD peut si bien le faire. Il remet ça avec une de ses marques de commerce, la leg drop, pendant lui sur l'apron, pendant que Jerry Lynn est à côté sur la barricade. Il fait son ton, puis il fait un kick en sautant. Et après ça, on a Jerry Lynn qui prend le dessus avec une belle lariat en faisant la deuxième corde sur Van Damme. Et après ça, on a M. Lynn qui s'occupe du dos de Rob avec un body slam sur le concrete floor à l'extérieur du ring. T'as-tu, je sais pas, je pense que c'était au début du match, mais je sais pas si tu l'as dans tes notes. T'as-tu le botch dans tes notes? Ça s'en vient, c'est pas tout de suite, c'est très bientôt. Ok, parfait, excuse. Et c'est même là. Pendant une série de pins, Jerry Lynn fait un small package, mais tout croche. Et la foule, les civils là, qui lui dit You fucked up, you fucked up. Mais c'est vrai que c'était pas beau, là. Il est rendu comme face à face avec Van Damme, puis il pin genre comme ça. Il a pogné genre une jambe, puis après ça, il l'a fait tomber. C'est dégueulasse. Il a tombé, là, ils sont proches des cordes en plus, fait que là, il est de même. Genre. Ouais, c'est dégueulasse. Ouais. Faut le voir pour le croire. Exact. Et après ça, on a Rolling Thunder sur Jerry Lynn pour un compte de 2. Hardy va chercher une chaise. Il s'en sert pour dropkick son opposant d'en face avec. Merci beaucoup, Rob. Beau spot, ça. Oui, et la chaise va se tourner contre le Whole Damn Show quand il reçoit un Sunset Powerbomb de la deuxième corde, mais sa tête tombe juste sur la chaise. Fait que c'est ça qui a mangé la chaise, c'est sa tête. Fait qu'il n'a pas dû faire du bien. Mais c'est un très beau spot, mais pas assez pour le compte de 3, malheureusement, pour M. Jerry Lynn. Et après ça, on a un German suplex avec un pont pour 2 sur Van Damme. Et ensuite, Cyrus donne une chaise à son associé qui fait un DDT sur RVD dessus, mais qui, malheureusement, malgré le fait qu'il a spiké RVD comme encore une fois, comme si RVD peut si bien le faire, ça n'a pas été suffisant pour la victoire pour Jerry Lynn. Fait qu'il, mais en fond, il survit en touchant la corde, parce qu'il peut-être sans ça, il aurait peut-être perdu, là. Mais il touche la corde pour le prix. Et après ça, on a RVD qui est sur le top, qui tente de faire il veut faire son 5-star Frog Splash. Mais Cyrus lui prend le pied, mais Rob le pousse à terre. Sauf que cette petite distraction était assez pour Lynn pour se tasser du 5-star Frog Splash. Lynn le roll-up, 1, 2, et dégagement de RVD. Et cette fois-là, il n'a pas manqué son roll-up? Non, il a fait un genre de la magistrale. Ouais. Et Cyrus est suivi par Joel Gertner du début du show qui a mangé d'été sur le concrete à cause de ses Iron Guns et Baldies. Puis il rentre dans le ring avec, puis Gertner, il fait un DDT à Cyrus the Virus. Et après ça, on a un Van Daminator de toute beauté. Évidemment, c'est Jerlyn Franchise, il veut frapper RVD avec. Sauf quand il se retourne, malheureusement, RVD kick ça dans la face. C'est un spot que... on fait des jokes quand on fait ceux de WWE avec Billy Kidman, là, que le fait que tu fais pas le power, Billy Kidman va le renverser en facebuster, mais c'est la même chose avec RVD et la chaise. C'est vrai, absolument. Ouais. Il la place dans le coin pour son Van Terminator, sauf que malheureusement, il n'y a personne pour la chaise. D'habitude, c'est son Bill Alfonso qui fait ça, le gars avec le sifflet. Là. Il n'était pas là. Il n'était pas là. Mais Gertner est là, lui, par exemple. Il accepte volontiers la demande de M. Pay-Per-View de faire donner la chaise pour son Van Terminator. Il va dans l'autre coin, le coin opposé, et bang, saute en dropkick d'en face, sur la chaise qui va d'en face de Jerry Lynn qui est assis dans l'autre coin. Spectaculaire. Oui, en effet. Et c'est 1, 2 et 3 victoires de RVD. Welcome back, Mr. Van Damme. Quel match. Ouais. Pas leur meilleur, par contre. Ouais, mais moi, j'ai un main event correct, mais loin de leur meilleur match, 1 contre 1. Ouais. Il y a un temps mort au début, là, avant que je fasse la description du combat. Il y a un moment donné, ils font Jordan l'attaque au début.
Puis après ça, ils font un genre de. Ils font une coupe de reverse, puis tout, ils font le indie stand-off, là. Puis après ça, RVD s'en va en bas du ring, il tag du monde, il va voir la foule. Puis ça a duré genre un bon 2 minutes et demie, puis je trouvais ça vraiment long. Enfin, ça m'a comme un peu coupé du match. Qui fait peut-être que ma note est un peu plus basse pour ce match-là à cause de ça. Mais sinon, un coup qu'ils ont commencé à sortir après ça, dans le fond, ils ont commencé à faire leur move, c'était bien. Rien d'extraordinaire, par exemple, mais tu sais, pour eux autres, un match pas extraordinaire, c'est quand même de quoi de meilleur que bien du monde. Là. Exact. C'est la normale, mais comme je disais, c'est pas leur meilleur match. Mais par contre, c'est quand même un des meilleurs matchs du show, là, selon moi. Là, Oui, en effet. de loin. Mais c'est ça. Je m'attendais à un petit peu plus parce que j'avais déjà vu des matchs entre les deux. Oui. Évidemment, quand je réécoute un show, je me souviens pas exactement quel genre de match que je vais regarder parce que ça fait longtemps. Oui, en effet. Ou je ne l'ai pas vu du tout dans ce cas-là. Je l'avais jamais vu. Mm-hmm. Fait que non, c'est ça. Toujours agréable à regarder Jordan et RVD se battre contre, même si c'est moins bon. En effet, oui. Ouais. Sinon, c'est ça. Regarde, c'est un bon match quand même. Là. On n'a pas dit « Wow, c'était écœurant », mais c'est un bon match quand même. Il ne faut pas juger trop vite. Backstage. Ok, c'est pas fini. Mais non, c'est vrai. Ben oui, c'est vrai. Ça finit avec un segment backstage en plus, c'est vrai. Backstage, on a un zoom sur la poitrine de Francine. J'ai pas aimé ça. Elle nous dit que 3 hommes, c'est pas mal mieux que juste un. Et derrière elle, on voit Credible, Corino et Jack Victory. Corino dit que pendant 6 mois, lui et Credible se sont affrontés. Ils ont tous laissé dans le ring pour être champions des CW. Mais que malgré le fait que Corino n'aime pas Credible et Credible n'aime pas Corino, ils se respectent beaucoup. Puis que les choses vont commencer à devenir plus extrêmes à la SW. Puis Credible dit que c'est comme ça qu'on fait un impact. Fait qu'ils font leur taunt, le taunt que Credible faisait avec Landstorm quand il était avec Impact Players. Fait que c'est comme on a une nouvelle version de cette tag team-là avec Credible et Corino cette fois. Puis après ça, on voit un vidéo recap du show sur le thème de la Fed. Puis c'est terminé pour le pay-per-view. Puis en passant, l'alliance de Corino et Credible a duré le temps d'une promo. Parce que Corino a quitté le lendemain. Parce que c'est pas payé, évidemment, par les mêmes. Ouais. Puis il a été engagé par la WCW, puis il était censé faire par Dusty Rhodes, un de ses grands amis. Puis il était supposé commencer au pay-per-view Sin, celui avec Sid qui s'est pété la jambe. Ouais, ouch. Mais c'est jamais arrivé, malheureusement, pour Corino. Fait qu'il il est quand même signé avec la WCW. Fait que si, mettons, ça aurait continué le World Championship Wrestling, peut-être qu'il aurait été une top star là-bas, même si j'ai mes réserves là-dessus. Là, mais c'est quand même cool pour lui qu'il s'est trouvé de la job quand même. Ouais. Fait que, c'est ça. Gros show de la CW pour leur dernier. Un peu décousu, par contre. Oui, mais avant d'aller avec nos notes et notre match of the night et tout le tralala, pour ce qui est de la SW, quelques semaines après le show de ce soir, en février, ils ont cancellé leur pay-per-view de mars, Living Dangerously. Et en avril, ils vont officiellement fermer leur porte et déclarer faillite. Il y a une semaine et demie avant la fermeture de la fédération, Paul Heyman est apparu à Raw aux côtés de Jim Ross pour remplacer Jerry King Lawler, qui était parti à cause qu'il avait lancé un protest à cause que sa femme de Kat, Stacey Carter, était renvoyée. Fait qu'il est parti avec. Puis c'est Heyman qui l'a remplacé comme présentateur couleur. Puis c'est là que plusieurs gens de la SW ont commencé à comprendre que c'était la fin. Si le Big Boss s'en va à une autre place, c'est parce qu'il est anguille sous roche. Là. Ouais, c'est ça. Mais apparemment, une des raisons pourquoi que Paul Heyman était disparu, il a été un fantôme pendant si longtemps avant la fin de la SW, c'est qu'il était en train d'essayer de s'assurer que ses employés étaient payés et que ses chèques n'étaient pas rappelés par les créditeurs après le 90 jours. Puis en bout de ligne, SW devait pas loin de 9 millions de dollars en compte pas payés, ça incluant des salaires, les TV deals, la marchandise. Puis il devait 150 000 à RVD, 100 000 à Dreamer, 50 000 à Rhino, puis plusieurs autres talents aussi avaient des sommes considérables aussi. C'était pas des 25$. Là. Ouais. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'il devait de l'argent à beaucoup de monde pour les mines. Et d'après les papiers de faillite, il devait alentour de 600 000 à WWE. Mais Heyman a eu le dernier rire quand il a payé la compagnie à payer sa dette au bureau de faillite, quand évidemment il a acheté la SW par après. Ouais. Puis c'est ça l'histoire de la fin de la Extreme Championship Wrestling. Fait que une fédération qui était quand même assez. était trop petite pour être big, mais était trop big pour être petite. Wow, hein? C'est bien dit, c'est de la poésie, ça. Merci. Et là, je veux juste rappeler avant qu'on donne nos notes et nos trucs habituels.
Oui. On n'aura pas de. Pour les deux prochains. Celui-là puis l'autre, on n'aura pas de entre deux collections et de quiz, mais dans 2 semaines, on va vous annoncer des trucs, là, mais dans 2 semaines, ça va revenir de plus en plus à la normale. Là, vous allez voir ça. Je vais redevenir champion assez rapidement, entre autres. Ben là, moi, je n'ai pas mis ma belt, moi. J'ai prouvé mes affaires. Là. Toi, là, tu vas te calmer. Toi, tu as l'Intercontinental Quiz. Là. Concentre-toi là-dessus là, avant d'aller pour les Big Boy Titles. Concentre-toi là-dessus. Je fais des belts pour lui à Star. C'est un cadeau que je t'ai donné en plus. On veut pas de ton cadeau empoisonné. C'est un fluke. You're a flash in the pan. Là, tu veux que je commence? Oui, vas-y donc. Parfait. Avant de commencer, j'aimerais remercier Yann O'Kane pour le superbe poster de Guilty as Charged SCW, donc Retro Review, comme qu'il fait si souvent. Donc, merci Yann O'Kane pour ça. Et maintenant, pour la note, je me souviens jamais. C'est-tu la note en premier ou c'est le... Match of the night, pire match et la note. Tout le temps. Parfait. Excuse-moi. Mon match of the night, ça va être le Three-Way Dance, number one contender pour le World Tag Team Champion avec Tajiri, Wickprek, Kid Cash, Super Crazy et le FBI, qui est mon match de la soirée. Très, très, très bon match. J'ai adoré ça du début à la fin. Et mon pire match va être... Là, les pires matchs, je suis allé avec des pas les matchs qui vont durer 1 minute. Là. Ouais, OK. Fait que mon pire match, ça va être le match de Danny Doring et Roadkill contre Easy Money puis Giulio De Niro. OK. Puis la note, par exemple, t'attends. Faut que je dise mes matchs avant. C'est vrai. Je te laisse dire. Et puis, ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'on n'a pas les mêmes picks pour les deux. Oh! Ni le match of the night, ni le worst match of the night. Et pour le match of the night, moi, j'ai été avec le I Quit match avec Tommy Dreamer et C.W. Anderson. J'ai vraiment, tu sais, évidemment, comme tu as dit, le tag team match était écœurant. Là, puis le three-way tag team, là, il était écœurant. Mais je sais pas, je dirais que j'ai plus aimé celui de Dreamer. Pas de beaucoup, là, évidemment, mais quand même, assez un petit peu plus assez. OK. Et le pire match de la soirée, moi, j'ai été avec le match après le tien. Nova contre Chris Hamrick, parce que le match en tant que tel était correct, parce qu'il ne manquait pas de spot vraiment. Mais quand les double refs sont arrivés, puis le gars avec le téléphone, puis Spike Dudley, non. J'ai pas aimé ça. Mais bref, c'était entre les deux. Quand même, c'était entre les deux, moi aussi. Oui, parce que si tu comptes pas les squash, tu n'as comme pas le choix d'arrêter ces deux matchs-là. C'est ça, exactement. Ouais. Fait que, vu que le match n'avait pas été trop long, j'ai décidé d'aller avec l'autre. Fait que, c'est ça. C'est personnel, mais ça ressemble. Exactement. Des bons choix. On n'est pas tôt été out of the blue. Là. Non. Puis, tu sais, la note s'en vient évidemment, mais tu sais, il y a quand même des bonnes affaires à tirer de ce show-là quand même. Là. Parfait. Là, évidemment, vous savez, quand on est rendu aux notes au podcast, vous savez que TJ, c'est un gars avec beaucoup d'émotions qui donne toujours. Je suis un gars généreux, moi. Toujours plus que moi. Fait que je vais commencer avec le pot, puis je vais laisser TJ vous lancer les fleurs. Je vais donner la note de Guilty as Charged ECW 2001, la note de 5.5. Parfait, on regarde ça comme à l'habitude. Je vais donner à Guilty as Charged 2001 la note de 6.5 sur 10. OK, parfait. C'est accepté. Si tu avais été jusqu'à 7, non, pas charger. J'aurais pas accepté, mais 6.5, je peux tolérer. 6, j'aurais été mieux. 6.5, merci Dieu d'avoir toléré ça contre moi. Merci. Ça fait plaisir. C'était sarcastique, mais quand même. OK, parfait. Mais non, j'ai hésité longtemps entre 6.5 et 6. Là. Mais tu sais, je me suis dit, il y a quand même 3 bons matchs là, vraiment là-dedans. Puis j'ai beaucoup aimé ce qu'on fait avec Rhino. Fait que ça peut pas être un dud, là, mais c'est pas le meilleur show non plus. Mais ça se regarde quand même bien parce que le show a duré quoi, 2h05 à peu près. Fait que c'est pas si long que ça. Là. Moi, pour vrai, je vais parler personnellement, j'ai trouvé ça long à regarder pour 2 heures. Ouais. Puis je le conseille pas. C'est quand même un show quand même historique, si on veut, quand même. Là. C'est quand même un show d'une fédération qui était très, très populaire. Là. Assez de pogner un recap, je vous le conseille pas. C'est drôle que tu en parles. Parlant de recap, c'est exactement ce qui s'en vient. On a quasiment dit qu'on l'avait écrit. Puis, c'est pas vrai. On l'a pas. C'est comme ça que c'est arrivé. Puis, fait que pour ceux qui sont sur YouTube, fait que l'avantage d'être sur YouTube, c'est ça aussi, les amis. Pas juste de voir nos faces in the flesh, mais de voir aussi les petits recaps de nos rétro reviews qu'on fait. Fait qu'évidemment, on a ça, un petit vidéo concocté par moi-même avec. En fond, c'est comme un show de diapositive avec de la musique. Exact.
Puis, Ouais. tu sais, tu parlais de face, là. Oui. Je soupçonne les fans dans deux chaises de métal de venir plus souvent sur YouTube quand il y a des invités. Ça de même. Ben, ça se peut, mais c'est C'est correct. normal, c'est normal. Ben oui, ils ont le droit, c'est normal. D'ailleurs, on va aller voir la vidéo maintenant. Yes! Alright! Fait que là, C'était bon, ça. c'était pas peu. Ouais, parce que moi qui l'ai fait, regarde, tu dis ça, là. Non, j'allais dire de quoi, mais Dis-les, non, dis-les, on est en chum, c'est dis-les. ben, c'est parce que je l'ai pas vu encore. OK. OK, parfait. Tu m'as dit de le dire. Écoute, on a des annonces à faire pour la semaine Oui. prochaine parce que encore une fois, pensais me reposer la semaine prochaine. Ben non, on se repose pas. Parce que la semaine prochaine, on a une thématique. Et vous allez voir ça passer sur les réseaux sociaux. Vous allez être bombardés, je vous le dis. Mais vous allez être bombardés au podcast parce qu'on a un à travers la table et on a le Entre deux chaises de métal le samedi. Parce que la semaine prochaine, il faut être fier de notre patrie. C'est la semaine québécoise! Bon, évidemment, ça nous mène directement à la Saint-Jean-Baptiste. Massacre de la Saint-Jean samedi prochain que tu vas participer à la NWC, à ne pas manquer. Correction, que je vais gagner à la NWC. Et j'en doute. Mais bon, ça va toujours me faire plaisir d'aller te voir te faire massacrer. D'ailleurs, tu sais, là, tu me disais, je ne peux pas avoir de place VIP, tu ne peux pas te réserver des sièges. Je me suis arrangé autrement, mes places vont être réservées, mon chum. Laisse faire, laisse-moi faire, je vais être là aux premières loges pour te voir tomber. OK. C'est un vrai chum, toi. Fait qu'on commence avec à travers la table, évidemment, thématique québécoise. On va accueillir un ancien lutteur, promoteur et faisant partie d'une des plus grandes familles de lutte au Québec. Excusez-moi, je vais recommencer ça. Directement de la famille Leduc.
La terreur qui fait mal. C'est ça la terreur qui fait mal? C'est pas la grandeur qui C'est fait la mal. grandeur qui fait mal. Dave serait vraiment fâché de toi-même. Là. Le terroriste de la lutte au Québec. Et j'ai nommé Carl-Excel Leduc, qui sera à travers la table mercredi prochain. Donc, à ne pas manquer. Ça va être une excellente entrevue. Et d'ailleurs, il y a un gros show. Ceux qui ne connaissent pas Carl-Excel Leduc, qui est promoteur de la FLQ, entre autres, qui a son école de lutte aussi. Grâce à lui qu'on a rencontré Bruce Hart l'été passé. Donc, il y a un gros show de la FLQ qui revient cet été. Ils vont vous en parler un peu plus aussi dans le podcast. Et, mesdames, messieurs, samedi prochain au podcast. Et là, on n'en est pas peu fiers. Je vais laisser la parole à TJ. On a un invité de marque. Et là, quand on parle de Québec, c'est tout un invité. Ouais. Tu parlais de famille bien connue au Québec. C'est exactement ce qu'on a en plus de Carl-Excel Leduc à travers la table la semaine prochaine. Parce que samedi prochain, juste à temps pour le lendemain de la Saint-Jean-Baptiste, on reçoit en entrevue une légende vivante de la lutte au Québec et vraiment un gars qui était le maître de plusieurs facettes de la lutte. Et qui est maintenant aussi, entre autres, maire de Rawdon. Non, pas vrai. Oui, oui. Écoute-moi bien, mon chum. On reçoit au podcast la semaine prochaine nul autre que l'honorable Raymond Rougeau. Ah ben, tabarouette, t'es Raymond entre nous deux. Ouais, Montreal to Memphis, parlez-vous français? Raymond Rougeau is on his way. Ouais, check ça, tasse-toi un petit peu dans l'écran, ceux qui nous écoutent sur YouTube. Bon, là? Ah, pas trop, là. Ouais. Check ça. En deux podcasters de métal, Raymond Rougeau. Oui, en effet, oui, oui. Fait que, on a bien hâte de vous montrer cette entrevue-là. Quasiment 1 heure, hein, avec Raymond? Presque 1 heure, pour vrai. Il était très généreux de son temps. Puis, évidemment, on l'a enregistré déjà. C'est pas qu'on vous dit. Oui. Mais non, c'est vraiment une interview qui est vraiment le fun. Puis, c'est pas des affaires qui a parlé à plein de places, là, vraiment. Non, là. on est allé dans d'autres sphères, là. Oui. Fait qu'on a ça la semaine prochaine au podcast, évidemment. Mais pour voir le podcast puis savoir ce qui est disponible, évidemment, il fallait voir, c'est ça, sur les réseaux sociaux. Et j'ai nommé Facebook, Twitter et Instagram. Et aussi, on est disponible aussi sur TikTok. On est aussi sur Twitch, où on va être de plus en plus présent dans les prochaines semaines. En effet. Oui. Puis évidemment, aussi, on a le show de sur YouTube en vidéo. Et aussi sur Balado Québec, Spotify et Apple Podcasts en audio. Et évidemment, aussi, on a tous les lundis notre série sur WWE2K22 MyGM Challenge Mode, moi contre Marco. Puis, tu parlais tantôt qu'il y a beaucoup de monde sur YouTube qui check pour nos invités, mais il y a beaucoup de monde de plus en plus qui check pour WWE2K22. Puis ça, je suis bien content de ça. Puis, manquez pas ça les lundis soirs à 7h. Parce que le monde sait à quel point je suis un bon GM et que je suis capable de bien ficeler des shows. C'est pour ça que je pense qu'ils écoutent. Ils sont derrière moi pour l'opinion publique générale. Mais après aussi, avant que je te donne le mot de la fin, on va vous lancer un concours, pas la semaine québécoise, mais l'autre semaine d'après, officiellement sur les réseaux sociaux. Suivez ça. 2 choses à gagner. Un Hasbro Retro de Dean Ambrose, le Lunatic Fringe, et des cartes à collectionner de Marc Blondin de sa carrière WWF, WCW, TOW, TNA, Impact Wrestling. Donc, il y a quelque chose, un beau petit graphique qui s'en vient, puis de la façon de participer. Restez à l'affût. Peux-tu participer, moi? Non. Oh, toi, t'en as assez. Là. Je n'ai jamais assez. I want more. Fac. Oui. Ben, regarde, merci beaucoup, Marco, d'avoir regardé ICW Guilty as Charged 2001, un show. Allez voir sur le network. Et ouais, fait que merci beaucoup. Un mot de la fin, rapidement? Non, je viens de parler, c'est à toi. Ça c'est. Des fois, tu parles beaucoup pour rien, toi, on ne sait jamais. Qui parle, Carlis? J'ai pas le choix parce que sinon, le podcast durait 5 minutes. Non, 2 minutes et demie. Moi, je close ça rapide. Ouais, c'est vrai, oublie pas ton sous-marin, toi, là. Ah ouais, fini, là. Parfait. Et pendant qu'il se laisse le bébé en passant à son sous-marin. Mesdames, messieurs, merci beaucoup. Et n'oubliez pas, allez bas!